Heureux de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous de la matinée avec un invité exceptionnel, Raphaël Dinelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes navigateur, vous êtes aussi maintenant pilote. Vous allez nous raconter tout ça parce que vous faites des choses complètement folles et complètement dingues, mais vraiment dingues, avec des nouvelles énergies puisque c'est un petit peu le thème de notre matinée. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez fait 4 Vendée Globe, on est en plein Vendée Globe en ce moment. Et moi, je me souviens, le premier, c'est en 96, puisque j'étais pas loin, avenue de la Grande Armée, Oui, au PC Course. c'est vrai. Et là, il s'est passé un truc complètement dingue. C'est un naufrage qui est resté vraiment dans les annales du Vendée Globe. Est-ce que ça vous ennuie d'en reparler, Non, de ça nous c'est redire ce qui s'était passé? le PC est à Port-Beneteau, là, la Grande Armée. Ouais. Ce naufrage, c'est là où j'ai perdu mes cheveux d'ailleurs. J'avais 27 ans, j'étais le Benjamin, et en fait, c'était la 3e édition du Vendée Globe. Et dans les 2 dernières précédentes, les marins n'avaient pas rencontré des conditions gigantesques qu'on a eues. Et en fait, dans cette année-là, en 96, il y a eu 3 naufragés et un disparu. Et Jerry Roof, notre ami canadien. Et en fait, on a rencontré des conditions énormes avec des creux on appelle ça cette fameuse vague scélérate. Vous savez, il y a, dans une houle moyenne, il y a une vague sur 100 ou sur 1000 qui peut avoir une onde et avoir le double de la hauteur des vagues normales. Donc quand on a des creux de 10-15 mètres dans les tempêtes dans la mer du Sud, nous, à un moment donné, j'ai surfé une vague qui était interminable. Donc, on appelle ça la vague fatale, et qu'elle devait faire plus de 25 ou 30 mètres. Un immeuble. Et j'avais des vents de 200 km/h. C'était c'était ambiance apocalyptique, mais j'ai en combinaison de survie et tout. Et puis là, ça s'est passé très mal au bas de la vague. Les bateaux à l'époque n'étaient pas insubmersibles, ne se redressaient pas. Et j'ai passé 36 heures avec un bateau qui a fini par couler dans les radeaux de survie. Un sauvetage miraculeux d'un de mes concurrents, l'anglais Pete, qui a mis sa vie en danger, qui a 2 fois fait le tour de son bateau, capsize, on appelle ça en anglais, et qui est arrivé me retrouver dans un état pas possible. Et puis voilà, cette aventure qui a fait que ça a continué. On l'a suivi, moi je l'ai suivi de près à l'époque. Ouais. Ça a été quand même vraiment frappant. Alors, est-ce que question que j'ai envie de vous poser, comment on sort de ce type d'expérience? Est-ce qu'on voit la vie différemment? Oui, alors on sort. Alors moi, le fait d'être récupéré par Pete Goss, et on a mis 15 Qui est jours devenu pour. votre témoin de mariage? Alors, je Oui, crois. oui, puis un grand ami. Et on a mis 15 jours pour aller à Hobart. On s'est traîné. Alors au début, il avait 30 cm d'eau dans le bateau. La nourriture, elle flottait. C'était vraiment de folie, quoi. Et bon, moi j'étais gravement atteint sur le plan santé, donc on s'est aussi refait un peu la cerise, comme on dit, en rapport avec les médecins, avec les satellites. Mais après, on est pris en charge par l'armée australienne, par les 3 armes, l'armée française à Villacoublay, un peu comme certains journalistes quand ils sont emprisonnés pendant des mois et des années. On a cette étude un peu psychologique. Et ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, c'est que le fait d'être quand on est litroyé comme ça, quand on arrive d'un seul coup dans le monde actuel, là on peut avoir une déstabilisation. Et là, le fait que ma thérapie, moi je l'ai fait avec Pete Goss pendant 14 jours, après j'ai été pris en charge, ils m'ont bien expliqué et tout bien. J'ai eu pendant des années, des mois, mais ça s'est estompé, je ne pouvais pas raconter toute l'histoire. C'est comme si le corps humain est bien fait. C'est quand on a vécu des traumatismes, c'est comme si c'était une autre vie en fait, on l'oublie dans la mémoire. Par contre, j'avais des flashs dans mes rêves ou dans les nuits, des flashs comme si j'y étais, mais très courts. Et avec le temps, ça s'est estompé. Puis après, c'est très simple, hein, c'est comme on dit, comme il y a des pilotes de course ou des cavaliers. Il faut remonter à cheval faut revaincre sa oui, peur. non, vous êtes un vrai casse-cou, vous en avez fait 4 des Vendée Globe. Et après, je suis retourné. Et alors, au Vendée Globe 2000, au même endroit, c'est-à-dire à 49 Sud, près des Kerguelen, on a repris la même tempête. Des creux énormes, etc. Et là, par contre, tous les architectes, les constructeurs, les pilotes, on s'était réunis. Les bateaux, ils étaient submersibles, ils se redressaient. Et puis là, j'avais même oublié ma trinquette, tellement je ne pouvais plus sortir. Il y avait la même furie de temps. Et je m'étais ressorti de cette tempête avec juste une petite déchirure. Voilà. Donc, en fait, on s'adapte, les règlements changent et on connaît un peu mieux maintenant ces mers du Sud. Et je vois dans les derniers Vendée Globe, ça se passe mieux. Alors, vous êtes un casse-cou, puisque, alors, sur mer, mais maintenant dans les airs, aussi un féru de l'environnement, ça on va en parler. Ouais. Alors, vos projets dans les airs, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous pilotez des avions,
Mais avions un peu spéciaux, c'est pas l'avion qu'on connaît avec le kérosène, le carburant classique. Vous êtes sur des avions plutôt solaires ou avec d'autres types d'énergie. Non, mais alors moi, j'ai mon papa qui était dans l'aéronautique et quand j'avais 10 ans, c'était religieusement devant notre poste de télé et en fait, donc lui, il était sur les tirs de la fusée Ariane à Kourou, les premiers tirs. Donc quand il revenait, alors des fois quand ça marchait pas. Quand la fusée elle explosait pendant 10 jours, il n'y avait pas un mot à table et tout. Donc à 3 heures du matin, on était dans la télé et bon, c'était quand même assez tendu parce que c'était vrai que c'était tendu. Et j'ai toujours été en admiration. Oui, quand je viens à Paris, je prends un peu de temps. Moi, je remonte la Tour Eiffel. Moi, je suis un vrai fou, quoi. Je peux y rester des heures et tout ça. Je vois les rivets, je vois les trucs. Je me dis, mais il y a plus de 100 ans, ils ont fait ça. Je suis un passionné de tout ça. Et puis donc l'aviation, j'étais passionné, j'avais fait 20-25 ans de bateau, j'avais envie même si je vais un peu y revenir, on va en parler de prochain challenge, voilà, j'avais envie d'aller dans les airs, mais il n'y a pas trop de changement entre la navigation et le pilotage d'avion, parce qu'on a fabriqué l'avion comme on fabrique un bateau de course. Mon instructeur de vol me disait, mais une aile d'avion se règle, enfin elle ne se règle pas, mais on vole comme une voile de bateau, c'est les mêmes profils, c'est la même physique. L'avionique, la radio, la météo, les cartes, les boussoles, tout ça, c'est très très lié. Alors j'ai troqué la barre de mon bateau contre le manche de mon avion. Voilà, c'est un peu court, c'est un peu rigolo, mais c'est pas si éloigné que ça. Avec quel type de carburant, donc, aujourd'hui? Alors après, évidemment, quand nous, en fait, les navigateurs, pourquoi on est venu? Je pense que tous les navigateurs, et puis moi, en fait, qui étais ingénieur dans ces matériaux composites, pendant 20 ans, ces 4 Vendée Globe, vous voyez, au début, on travaillait sur les météos des mers du Sud. On a pris beaucoup de cours météo à Toulouse avec des ingénieurs météo, et on a vu ce dérèglement climatique et ce réchauffement. Alors, au début, moi j'ai connu des grands scientifiques qui étaient en opposition avec d'autres climatologues. On disait la température de l'eau qui augmente. Il y avait des gros débats il y a 10, 20 ans, tout ça. Bon, maintenant, on est tous convaincus que la planète se réchauffe et puis l'action de l'homme accélère. Et puis on essaye, moi, mon leitmotiv, c'est de dire on essaye d'amener l'ingénierie pour limiter cet impact. Mais de toute façon, la Terre se réchauffe. Bon. Et donc, nous, on était des témoins. Quand on a le trouillomètre à zéro, parce qu'on a des icebergs qui ne doivent pas être dans ces endroits-là, quand vous revenez après, on ne rentre plus dans les débats de dire on sensibilise le public, oui, mais non, mais pourquoi quand vous vous retrouvez vraiment un peu comme la roulette russe la nuit avec vos balises Argos autour du cou, quand on revient, on dit on agit. Voilà. Après, bon, moi, donc, pour revenir à mes amours de l'aviation et pour revenir dedans, mon dernier Vendée Globe en 2008, là, j'ai dit, il faut agir. Je suis parti sans carburant fossile, parce que dans le bateau, on utilise des pilotes automatiques, on utilise des... Tout ça, on ne le sait pas forcément, mais... On utilise beaucoup de... les navigateurs parlent entre 300 et 600 litres, parce que notre ami le plus fidèle, c'est le pilote automatique. On barre pour s'amuser... un quart d'heure par 24 heures. On ne peut pas barrer pendant 1 heure parce qu'après on a le bras comme ça. Et puis de toute façon, le pilote automatique, il finit par barrer mieux que nous, quoi. Voilà. Et ensuite, il faut de la météo. Aujourd'hui, vous tombez en panne de réception météo, la course, elle est finie. Bon, on a un besoin énergétique, on communique avec des satellites. Tout ça fait de l'énergie. Il faut fabriquer l'énergie à bord du bateau. Évidemment, on part faire un tour du monde à la voile. Ce n'est pas très énergivore. C'est quand même par rapport à s'y aller en avion ou en bateau, etc. Mais aller au bout du bout. Donc moi, en 2008, j'avais fait mon dernier tour du monde avec mes panneaux solaires que j'avais mis au point et mes éoliennes. Mais aujourd'hui, il y a encore plus besoin d'énergie à bord pour toutes ces informations par satellite, communiquer, envoyer de l'image pour les sponsors, pour le public, pour faire rêver les gamins. Et tout ça, c'est super. Donc du coup, le bilan, il augmente. Et l'idée, c'est de faire comme avec l'avion, c'est d'utiliser des techniques modernes de transition énergétique. On parle beaucoup dans la mobilité avec les voitures. Donc moi, je me suis spécialisé après là-dedans pour amener fabriquer l'électricité propre, en fait, avec des énergies, gaz propre, hydrogène, solaire, de faire ce mix, comme on parlait tout à l'heure avec madame de chez Total. C'est de faire ce mix, parce que vous partez avec un bateau solaire, vous allez dans les mers du Sud, pendant un mois, il n'y a pas de solaire. Donc c'est ridicule. Donc voilà, il faut faire, et c'est un peu ce qu'on peut appliquer aux voitures, aux maisons, dans les smart mobilités, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément qu'une vision.
On parle Plusieurs d'hydrogène. énergies. Plusieurs énergies, on parle d'hydrogène. On sait aujourd'hui que l'hydrogène est fait à 95% par le fossile. On sait qu'il va falloir faire l'hydrogène issu de l'électrolyse avec du solaire et de l'éolien, mais c'est une super énergie. Il faut faire des piles à combustible un peu plus propres avec des métaux un peu moins rares, etc. Mais bientôt, ça va être des métaux de synthèse comme on a fait sur les aimants pour faire les moteurs électriques. Voilà, moi je crois beaucoup en cette ingénierie parce qu'il y a beaucoup de défauts. Mais en gros, pour résumer et pour revenir au Vendée Globe, il ne faut pas parler de tout ça comme quand on regarde un iceberg. Il ne faut pas montrer la face de l'iceberg, sachant que la face cachée, elle est beaucoup plus grande. Et si celle-là, elle n'est pas belle, voilà, il faut être authentique, il faut raconter la vérité et il faut aller de l'avant. Et moi, j'aime bien en plus aller dans des... Oui, j'aime bien aller là dans des projets un peu fous, parce que des projets un peu fous, votre projet fou, c'est de faire le tour du monde, le Vendée Globe, mais dans les airs. Voilà. Alors le rêve. Donc après, moi j'ai mis au point cet avion Airaol 1 où c'était un avion électrique et qui avait des batteries, mais qui n'avait pas full batterie, une autonomie de 10 minutes, pas possible, parce qu'aujourd'hui, vous savez bien dans les voitures, maintenant on arrive à faire 300, 350, 400 km d'autonomie. Bon, vous mettez ça dans un avion, on comprend bien qu'au décollage, il faut full power, 80% de la puissance, et on sait très bien qu'après, la vitesse de croisière dans un avion, on est à peu près à 50%. Donc, une voiture, si elle est un petit peu plus lourde, parce que c'est une voiture familiale, un SUV, tout ça, bon là, on a beaucoup de spécialistes autour de nous pour parler de tout ça, mais c'est un peu plus polyvalent. Mais un avion, non, là, l'équation, elle est plus difficile. Si vous êtes trop lourd et il faut consommer plus, vous ne décollez pas. Donc voilà, moi j'ai fait un mix énergétique avec des huiles propres, avec du solaire. Et j'ai développé un avion qui a volé pendant 3 ans, où j'ai fait quelques records du monde d'altitude, d'autonomie, 10 heures à 10 000 pieds au 0 degré, sans oxygène, sans chauffage. Et j'ai fini par avoir un atterrissage d'urgence en septembre dernier, un petit crash. C'était quand ça? Alors c'était en fait 2018-2019, j'ai réussi à faire beaucoup de meetings aériens, des raids électriques. Et en 2020, cause Covid, tous les meetings forcément étant annulés. Donc à la sortie du premier confinement, au mois de mai, je dis bon, il faut tester la machine, il faut faire un peu de buzz, faire du média. Donc c'est là où j'ai fait mon record de 10 heures à plus de 10 000 pieds. Alors c'est incroyable parce que d'habitude, le contrôle aérien, quand on prend la radio au contrôle aérien, on s'identifie, on donne son indicatif, on dit où on est, autorisation, etc. C'est très codé, mais c'est très court. Parce qu'il ne faut pas faire comme je fais en ce moment, parler beaucoup. Pas être bavard, il faut vraiment avoir des codes et tout. Et là, c'était un désert aéronautique. Et les contrôleurs aériens, mais comment elle marche, Wash Machine, mais c'est super. Il y avait 1 ou 2 pilotes près de Nantes qui, même, je croisais des liners, on appelle ça, donc il y avait très peu d'avions qui reprenaient. Je discutais même avec des pilotes de ligne, on se croisait dessus. C'était assez incroyable. Et du coup, j'ai volé pendant plus de 10 heures à plus de 10 000 pieds et j'ai fait ce record. Après, entre les 2 confinements, en septembre, un des organisateurs qui avait créé l'aéropostale, c'est-à-dire en 2018, j'ai été invité à faire les 100 ans de la ligne de l'aéropostale, le premier vol il y a 100 ans de Saint-Exupéry. Et ça, c'est vraiment génial parce que les journalistes et les médias, nous avec nos avions électriques, ils sont assez petits, on nous a dit, mais vous êtes les vrais pionniers de l'aviation des temps modernes, comme c'est exactement ça. Et en fait, pour ça, moi, j'adore l'histoire, j'adore les vieilles voitures, les vieux avions, parce que ce qu'ils ont fait eux à leur même époque, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui avec nos nouvelles voitures, nos nouveaux avions. C'est le contexte différent, mais ils sont Vous êtes des pionniers, voilà. On est dans la même chose. Et puis, donc, il y avait un vol qui était prévu pour faire le premier raid d'avions électriques entre Lausanne et Aix-en-Provence. On appelait ça l'électropostale. Moi, j'ai été invité à Lausanne. Je dis non, mais mon avion, moi, j'ai pas assez de puissance. Je peux pas aller dans les montagnes, dans les Alpes, et puis dans la vallée du Rhône s'il y a du Mistral. Je vous retrouve à Aix. Et j'ai fait un vol La Roche-sur-Yon, Aix-en-Provence. 8 heures de vol. C'était un vol assez. Et puis, dans les Cévennes, j'ai eu une panne de machine à traction. Mais grâce à cette chaîne multi-hybridée, j'ai tenu 40 minutes. J'ai fini par me poser en montagne. C'est pas du tout top. Pour trouver une piste, j'ai trouvé un petit bout et donc ça s'est mal fini à la fin, mais j'ai contrôlé et je me suis sorti indemne et j'ai fini par casser l'avion. Donc, indemne, vous avez quand même eu oui, non, je me suis sorti indemne parce que j'ai pris, entre le toucher et l'arrêt, il y a eu 22 mètres à 80 km/h, j'ai pris un peu le même nombre de G, je crois que j'ai pris plus de 20 ou 30 G
que Sébastien Grosjean a pris dans son choc, là, de son Accident de dernier. F1. Vous avez pris 20 ou 30 G. Oui, j'ai pris 20 30 G. C'est son poids multiplié par... C'est ça, mais en dynamique. pardon. C'est-à-dire que ça, c'est des G qu'on ne peut pas apprendre pendant. Les pilotes qui font de la voltige, eux, ils s'entraînent énormément pour essayer de tenir dans le temps. Mais bon, moi, j'ai une grosse santé, je fais beaucoup de sport. Mais en dynamique, on est capable de prendre énormément. Mais j'avais la combinaison anti-feu de Formule 1, j'étais bien attaché le casque, mais je n'avais pas la minerve, comme les pilotes de F1 qui ont la minerve. Donc moi, j'ai la tête et le casque est parti, et mon cerveau a été comprimé avec le nombre de G, et je suis tombé en syncope. J'ai quand même repris connaissance, et j'ai pu m'extirper, et j'ai pas eu de départ de feu, heureusement. Et voilà. Donc c'est quand même, il faut savoir que quand on fait ce genre de projet, moi dans le Vendée Globe, dans l'avion, il faut savoir que chaque vol, c'est une petite vie. Parce que moi, j'avais de l'avion en carbone, du 400 volts à courant continu. Je fabriquais un peu d'hydrogène avec du solaire, avec une centrale électrolytique, avec de l'huile. C'est-à-dire que j'ai tout un cocktail parce que on est vraiment dans de la haute technologie, dans de l'innovation. C'est du prototype. Mon rôle, c'est ça, c'est d'être pilote d'essai. Quand on est en pilote d'essai, tous les avions qui ont été construits, ils ont tous eu des problèmes. Et moi, j'ai eu X problèmes, mais j'ai réussi à revenir à chaque fois indemne. Ça, c'est mon job. Mais oui, c'est mon ange gardien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas si fou que ça. On est tout le temps dans la sécurité. Vous me racontiez d'ailleurs que votre cockpit était issu de la Formule 1. Oui, et moi, si je m'en suis sorti, c'est parce que ma chaîne d'attraction. Vous avez un moteur thermique, vous avez un moteur électrique, si c'est 100% batterie ou 100% thermique, vous tombez en panne, un avion, on descend et on atterrit dans les 5-10 minutes en fonction de l'altitude. Moi, cette chaîne de traction multi-hybridée, avec plusieurs systèmes, fait que j'ai une super consommation, c'est très efficient, et fait qu'à chaque fois que j'ai une panne dans les systèmes, en mode dégradé, on peut tenir. Et un avion, 1 minute, 15 secondes, ça vous sauve la vie. Et moi, j'ai tenu 40 minutes. Première dégradation, ça s'est enchaîné. Panne. Communication avec le contrôle. Et à la fin, grâce à cette chaîne, ça m'a sauvé la vie. Ce qui m'a sauvé la vie aussi, c'est que le cockpit, on avait travaillé avec des ingénieurs, avec des simulations par informatique pour tester en crash comme un cockpit de F1. Et quand moi, j'ai fait donc 24 heures d'hôpital, quand je suis revenu 48 heures après, on a remis avec les inspecteurs du BEA d'enquête des accidents d'avion. On a remis la verrière qui s'était éjectée, ça c'est normal. Le cockpit n'avait pas bougé avec le choc que ça a pris, l'avion est détruit. Et moi j'étais dans mon cocon de survie comme un pilote de F1. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Et les qualités aérodynamiques aussi de l'avion. Donc voilà, donc en fait on a un métier à risque, mais on essaye de faire avancer. Oui, tout à l'heure j'ai écouté vos invités aussi qui disaient, voilà, aujourd'hui... on ne peut pas avoir une voiture sans l'ABS, ce n'est pas une option. Mais l'ABS, à l'époque, ça a été fait dans la Formule 1, ça a été fait, voilà. Et nous, dans l'aviation ou dans la mobilité, bateau, aviation, voiture, voilà, le fait de tester ces innovations, de prendre les risques aussi calculés. C'est pour le grand public, quelque part, qui arrive. Ça finit toujours par le grand public et ça finit toujours... Alors, c'est pour la sécurité, c'est pour l'environnement, c'est pour... Voilà, aujourd'hui, moi, je suis un fanat de cette technologie, mais... Mon métier, j'adore aller aussi prendre ces risques parce que je suis, comme me dit l'enquêteur du BEA, il m'a dit 2 choses qui sont extraordinaires. Ça fait 35 ans qu'il faisait ce métier. Il ramasse des débris d'avions en montagne. Il me dit, nous, on ramasse des débris de chair humaine. Quoi. Il me dit, il m'a dit, vous travaillez pour la planète. Ça, je trouve ça excellent. Et puis en 2, il m'a dit, mais des fois, quand on a un accident d'avion, c'est soit une faute humaine, soit une faute technique. Quand il y a des films qui sont passés là-dessus, bon, après, c'est romancé, tout ça. Mais c'est toujours pareil, c'est soit une faute humaine, soit une faute technique. Et là, moi, il m'a dit, non, mais avec ce sang-froid, en fait, bon, c'est difficile de parler de ces qualités. Vous avez aussi une expérience. Oui, malheureusement, c'est une qualité, mais j'aimerais bien être meilleur ailleurs parce que c'est d'avoir gardé ce self-control. C'est dans les moments où j'ai toutes ces pires emmerdes, qu'on va dire, que moi, je tricote à l'endroit. Je ne sais pas si je prends les bonnes décisions, mais je ne me fais pas polluer par l'adrénaline, par le stress, etc. Et tout, et j'essaie... Parce qu'à la différence du bateau, quand vous subissez des vagues de 20-30 mètres, vous subissez... Là, moi, j'ai gardé le manche, je dis, je vais m'impacter, c'est là, c'est moi. Il y a encore un contrôle. C'est contrôle jusqu'au moment où vous touchez. Donc, c'est pire encore dans la gestion du contrôle, parce que quand vous attendez 25 heures, des vagues qui vous tombent dessus, à un moment donné, vous avez les balises Argos, et puis vous pouvez penser à tout ce que vous pouvez penser. Là, non, on est dans l'action, on tricote et on pédale jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout, on sait que ça va très mal se passer, mais il faut y aller. Et là, il m'a dit, donc là, vous, avec le self-control, et j'aimerais être aussi bon
dans ces moments-là que dans le finance, dans le marketing, et trouver les sous pour faire tout ça, quoi. Vous avez temps, on peut vous embaucher pour d'autres choses. Mais alors, du coup, je reviens un peu à ma question de départ. Est-ce que finalement, on relativise un peu ce nombre de choses, ou alors pas du tout, ce qui nous arrive après dans la vie, les petites contraintes, on se dit, mais j'ai échappé à des choses complètement dingues, où on oublie, vous dites que finalement, on peut oublier ce genre de choses? Alors oui et non. Oui, on relativise parce que c'est un peu viscéral chez nous quand on fait ce métier-là, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, on est vraiment piqué, nous on est Vous tombé aimez dedans. ça, c'est Oui, l'adrénaline. oui, quand on, même, on est piqué dedans et c'est notre moi quand je faisais Vendée Globe, c'était mon pèlerinage. Quand on revient premier ou 10e et quand on revient, qu'on partage avec ce public, ça vous donne un plein d'énergie. Et puis tous les skippers qui reviennent du Vendée Globe, bon, ils ont maigri, ils ont perdu beaucoup de muscles dans les jambes et tout, mais quelle que soit leur position, vous voyez dans leur visage, ça rayonne de bonheur. Et ça, on peut le transmettre. Moi, quand je reprenais mes vols, dès que je commençais à être en altitude et que j'avais gagné cette altitude avec ces énergies propres, évidemment, quand j'allais voir les pilotes de chasse, ils ont bien compris que je n'allais pas piquer leur place. Parce que d'abord, j'arrive à un âge où je ne peux plus avoir 50 000 heures de vol et je ne vais pas revenir. Un avion de chasse solaire, par exemple. Mais, oui, non, mais tout ça parce qu'ils viennent que c'est un peu chiant. Moi, mon vol, c'est je bouge pas trop le manche, je n'ai pas le droit de dépasser les 1G, je ne vais pas aller faire des voltiges, mais parce que c'est l'endurance, l'autonomie, moi, c'est l'efficience énergétique et tout ça, c'est ce qui me passionne et tout. Je ne vais pas aller faire des voltiges, des cabrioles comme j'ai fait en bateau. Donc, ils ont bien compris que c'était différent. Mais Voilà. alors, Raphaël Dinelli, comment vous allez faire pour faire un... Alors déjà, si vous faites La Roche-sur-Yon, Aix, hein, c'est ça? Oui. Et qu'au bout d'un certain temps, ça va plus, comment vous allez pouvoir faire pour nous faire un tour du monde, enfin un Vendée Globe dans les airs, alors que au bout de quelques kilomètres, de centaines de kilomètres, ça va plus? Est-ce que vous vous dites, bon, finalement, est-ce que je tiendrai? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que là, c'est... Alors, le challenge au niveau énergie, il est très audacieux. Aujourd'hui, l'équation, on ne l'a pas sur le papier, donc on travaille énormément. Et on va passer par des énergies qui sont plus efficientes. Et je pense qu'on va aller vers l'hydrogène gazo, l'hydrogène liquide associé au solaire. Mais là, le solaire, la part, ça sera 2, 3, 4, 5, 6%, mais c'est surtout l'hydrogène liquide et gazeux. Et c'est vrai que faire ce vol non-stop pendant 8-9 jours, parce que je n'irai pas dans les jet stream à 47 000 pieds, on va le faire peut-être en basse couche, donc ce sera 10 jours. 10 jours, il va falloir tenir. Et le problème, c'est que plus vous embarquez du volume, plus vous embarquez de la masse, plus vous consommez. Ouais. Voilà. Donc, mais on va tout faire pour que dans les 4-5 ans, cet avion puisse faire ce record et ça va faire avancer énormément. Et là, il faut prendre les technos dans l'aviation, il faut prendre les technos dans l'automobile, il faut prendre les technos partout. Et, vous travaillez avec qui, d'ailleurs? Alors là, on travaille avec... j'ai un gros contrat avec Capgemini, on travaille sur les briques technologiques pour le design. Je suis en relation avec Airbus là, pour entrer dans un projet collaboratif. Donc ça, c'est la partie aéronautique. J'ai toute une équipe avec moi aussi de spécialistes, l'Aéro, qui étaient avec Raoul 1. En fait, on essaie de prendre toutes les datas, les données de ces 3 années et ces 8 ans passés pour développer Raoul 1, pour prendre le meilleur et de faire avancer, la performance et d'aller dans les énergies qui sont plus efficientes. Vous imaginez que l'avion grand tourisme du futur, il sera comment? Il sera un peu un mix d'énergie comme ça? Il pourrait être solaire? Il pourrait être comment? Alors bon, Airbus a dévoilé là, pour les avions 2035, ils travaillent beaucoup sur l'hydrogène. Donc la grosse voie en ce moment dans l'aviation, c'est l'hydrogène. Bon, il y a des problèmes, des problèmes de stockage, de l'hydrogène liquide à moins de 253 degrés. Il faut qu'elle maintienne pendant le vol. Alors si c'est des vols d'1 heure, ça va. Moi, c'est un vol de 8-9 jours. Tenir moins de 253 degrés. Si j'ai une centrale frigo à bord qui va prendre du volume et qui va consommer l'énergie, vous voyez, c'est compliqué. L'hydrogène gazeux, le réservoir est très lourd et ça prend du volume. Alors dans les voitures et dans les vols d'une heure ou deux, ça va aller. Moi, j'ai un problème en plus d'autonomie. Mais c'est sûr que les mix énergétiques, là, Safran a démontré il y a quelques années que sur les vols internes ou internationaux, on passe 10% du kérosène à rouler au sol. On appelle ça le taxi, faire du taxiing. Entre prendre les passagers, avoir l'autorisation, aller sur les taxiways, et avant d'avoir l'autorisation de décoller, ben là, on a déjà consommé 10% de kérosène du trajet. Oui, donc, on n'imagine pas ça, alors que c'est... Oui, donc, alors, est-ce qu'on peut imaginer un système comme les voitures, le stop and start, c'est-à-dire que justement sur ces manœuvres, on pourrait économiser du... Exactement. Donc là, il peut y avoir des trains roulants électriques qu'a développé par Safran, et on peut avoir, par exemple, des avions qui... tout ce qui est des roulages au sol se fait en électrique. Ensuite, ils peuvent utiliser
des nouvelles énergies comme ils appellent ça les SAF, Sustainable Alternative Fuel, donc avec des nouveaux e-méthanol ou des nouveaux carburants de synthèse, voire l'hydrogène. Donc ça va se passer par étapes. Je pense qu'on va plutôt aller vers des biofuels ou des carburants de synthèse qui ont des carburants un peu des carbones, des bilans un peu neutres, parce qu'ils vont émettre du CO2, mais ils en ont capté un peu avant, donc c'est neutre, voire aller étudier jusqu'à l'hydrogène. Ce tour du monde, ça se prépare en combien de temps? C'est-à-dire que là, vous avez un objectif quel horizon? Et ça fait combien de temps que vous le préparez? Alors, on est dedans depuis, on démarré depuis juillet 2020. On a 2 ans de design, donc encore 2021-2022. Ensuite, il faut faut raccrocher les wagons, comme on dit. Il faut trouver des finances avec plusieurs partenaires pour démarrer la construction 2023-2024, faire les essais avec les organisations aéronautiques françaises, hein, le programme d'essai. Ça dure une année, 2025. Et 2026, faire le premier vol New York, le Bourget, qui est ce vol mythique. On ne sera pas aux 100 ans, parce que je crois que c'était en 1933, Charles Lindbergh. Le fameux, et il avait fait en plus de 30 fameuse traversée. Voilà, en plus de 30 heures, qui était hippique, hein, cette traversée, qui était super. New York, le Bourget, 2026. Et puis 2027-2028, commencer cette tentative du Tour du Monde. Mais ça va être grisant de s'imaginer effectivement comme un pionnier, parce qu'aujourd'hui, toutes les terres ont été vues et revues sur la planète. Donc ça reste un des derniers endroits où on peut être un explorateur, finalement. Ben oui, il y a le spatial. Là, moi, je suis en contact avec Thomas Pesquet, je communique beaucoup avec lui, donc il est très intéressé au projet. J'adore le spatial aussi, parce que là, c'est quand même le top du top. Et se faire ce tour du monde par les airs. Et puis, comme c'est très loin, enfin, c'est très près, 2027-2028, dans l'aéronautique, sur des projets aussi ambitieux et audacieux sur le plan technique, c'est très court. Mais comme moi, là, en ce moment, comme j'ai cassé mon avion donc en septembre, donc là, ça fait 3 mois que je tourne un peu. Et comme je dis à mon ami, oui, je tourne en rond. Je change les bols à la maison, je sais où ils sont. Le mardi, je sais que c'est le plastique. Le jeudi, je peux vous dire que c'est les verres. Mais là, je ne vais pas tenir comme ça pendant 6 mois. Je suis en train vraiment de tourner trop en rond et ça va plus. Et l'exploration sous les mers, ça c'est quelque chose aussi, parce que on parle d'écologie, et c'est vrai qu'on a l'impression que une grande exploitation de la mer n'est pas faite, et il y a aussi sous les mers. Alors sur les mers, c'est un grand sujet, parce que moi j'ai navigué sur les océans, mais j'ai pas été trop dessous, mais c'est vrai qu'on est capable, depuis on a fêté les 50 ans il y a 1 an ou 2 ans, de premier pas sur la Lune, donc on est capable quand même d'amener des femmes, des hommes sur la Lune, voire bientôt Mars. Et on n'est pas capable d'aller dans des fosses océaniques à 5, 6, 7, 8 000 mètres. Il y a une telle pression. Et la planète, bon, j'ai fait, c'est pas de moi, ça, j'ai fait pas mal de conférences. Quand on est invité comme ça en tant que conférencier, il y a des spécialistes océanographes. Et en fait, 72% de la planète est représentée par cette couverture océanographique. Il y a des fosses à 7, 8 000 mètres où on n'a même pas encore, même des machines, on n'arrive pas encore. Il y a une pression tellement énorme alors qu'on arrive à aller dans l'espace depuis plus de 50 ans. Et là, il va y avoir des nouvelles sources d'énergie, peut-être des nouveaux nutriments pour l'alimentation de la population mondiale, avec des microalgues, avec autre chose. Je pense que c'est évident que l'avenir de l'homme va être dans les océans, dans ce qu'on va découvrir au fond des océans. Au niveau énergie, au niveau... vous voyez, quand on va faire l'hydrogène propre... Il faudra un Elon Musk sous les mers. Exactement, c'est exactement ça. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui vous sont destinées. Je me tourne vers Benjamin. Pour Raphaël Dinelli. Benjamin, est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Quelle est la chaîne de traction idéale pour l'avion? Électrification, batterie, hydrogène? Les trois. Quand je dis les trois, mon capitaine, en fait, le brevet que j'ai fait moi, sur l'avion Eraol 1 et qui va être en Eraol 2, l'idée, c'était au départ de dire qu'est-ce qui est sur étagère et qu'est-ce qui est bien. Donc, la motorisation électrique existe depuis cette fameuse voiture en 1880 et quelques, la jamais contente, qui avait fait les 100 km/h. Ouais. Voilà. Donc, en fait, la traction électrique a un moteur à 98% de rendement. Aujourd'hui, les moteurs électriques, on va dire brushless, on va rentrer dans la technique, sans aimant, sans
sans les charbons, comme on dit, arrive à avoir des rendements, des fiabilités assez exceptionnelles. Bon, le problème, c'est qu'on a encore du mal à stocker l'énergie. Aujourd'hui, on sait fabriquer l'énergie plus ou moins propre. On sait mal la transporter parce que quand on la transporte dans les lignes, on en perd 10-15%. Et aujourd'hui, on est vraiment au début, on ne sait pas du tout bien C'est un la peu le stocker. paradoxe, parce que vous êtes sur des nouvelles technologies, on se dit que ça va alléger, que c'est plus Oui. simple. Et en fait, vous alourdissez finalement. Enfin, vous Mais alourdissez avec le stockage, oui. Donc en fait, ce qu'il faut prendre, c'est la traction. Il faut la mettre 100% électrique, il ne faut même pas réfléchir. Parce qu'un moteur thermique, quand vous avez que 30% de rendement, c'est-à-dire que quand il va perdre les 60% de l'énergie qu'il a consommée, il n'y a que 30% qui vont entraîner la voiture ou entraîner l'hélice, ça, c'est pas bon. Donc il faut garder 99%, c'est le rendement d'un moteur électrique, à peu on près. récupère de l'énergie dans l'avion, parce que dans la voiture, on récupère. Non. On ne récupère Non, pas. non, parce qu'avec des aérofreins, tout ça, c'est trop compliqué. Donc il faut garder la motorisation électrique sur l'hélice. Alors ça, c'est pas pour aller en très haute atmosphère, avec des grandes vitesses, parce que ça, c'est les turboréacteurs, c'est une chaudière où on brûle, c'est le turboréacteur. Quand on reste dans un système à hélice à moins de 600 km/h, et là, on pourra faire voler des avions de 2 places, 4 places, 6 places, 8 places, 10 places. Donc ça déjà commence à faire une petite aviation d'affaires. Moteur électrique. Ensuite, les batteries, il faut passer par les batteries parce que les batteries, en cas de panne de tout le système en amont, ça peut vous garder une petite autonomie de 10 minutes, un quart d'heure qui peut vous sauver la vie au décollage ou trouver un aéroport ou une zone comme ce qui s'est passé avec moi. Et puis en plus, après, quand vous allez construire, quand vous allez fabriquer cette énergie électrique en amont, l'avantage, c'est que la batterie, elle va aussi vous faire un condensateur. Elle va vous faire cette petite capacité et elle va vous lisser le courant pour les moteurs électriques. J'essaie de l'expliquer un peu propre. Et puis ensuite, on fait ce mix énergétique qu'on a parlé avec tout à l'heure madame de chez Total. C'est-à-dire que on peut prendre l'hydrogène, une pile à combustible, on va prendre un peu de solaire. Ce qu'on peut, ça peut s'appliquer sur un camion, sur un train, sur un cargo, sur une voiture. Et ça, c'est le brevet. Moi, j'ai mixé sur l'avion. Donc en amont, on a une mixité de systèmes. Mais on va essayer de faire le plus propre possible, avec des énergies le plus propre possible. C'est ce que j'appelle, moi, la face cachée de l'iceberg. Pas qu'on dise, oui, c'est électrique ou hybride ou ceci, si derrière, après, on fracasse tout, quoi. Donc, En voiture, on dit du puits à la roue, là, donc c'est du puits à l'aile, quoi. Oui, finalement. voilà, mais ce système-là, c'est ce système que je vais remettre dans mon prochain bateau pour faire le tour du monde. C'est un système qu'on peut mettre dans un camion, dans une voiture, et certains fabricants de voitures font cette vraie hybridation. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, votre invité qui était le responsable des ventes de chez Nissan, un client rentre dans une concession, il est perdu par des grands coûts de communication, il ne sait plus ce que c'est 100% électrique, full électrique, hybride rechargeable et tout ça. Perdu. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Donc moi, je suis hyper trop technicien, donc si je vous expliquais, je vais embêter tout le monde avec les problèmes techniques. Mais en fait, la meilleure hybridation, pour répondre à votre auditeur, c'est 100% électrique, traction électrique, hélice, roue. Ensuite, petite batterie, pas du 100% électrique, parce que la batterie aujourd'hui, on fait que, alors peut-être si en ville pour faire 20-30 km, mais quand on veut parler d'autonomie, on n'est pas encore assez bon pour la batterie. Et après, l'hybrider avec un petit groupe électrogène, du bioéthanol, une pile à combustible, ce qu'on veut, etc. Ça devient très intelligent. Et je pense que quand on en discutait avec M. Nissan, il nous a dit tout le monde va arriver là-dessus, quoi. Et pas prendre une voiture avec un moteur thermique, les cardans, j'enchaîne sur des roues, derrière un moteur électrique, des batteries. Alors là, on double, on redonde, etc. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a des articles qui disent que ces voitures, dès qu'on dépasse les 20-30 km, on finit par plus consommer qu'une voiture à moteur thermique. Ce qui est quand même un voilà. comble. Donc, voilà, ça c'est la mauvaise hybridation, à mon point de vue. Benjamin, autre question. Raphaël, travaillez-vous avec Solar Impulse? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire? Alors, je ne travaille pas avec Bertrand Piccard, parce que Bertrand Piccard, il a complètement arrêté. Voilà, donc lui, il avait un avion extraordinairement grand en envergure, 72 mètres d'envergure, donc c'était un énorme planeur en fait. Et il était motorisé avec de l'électricité alimentée par ses batteries, par son énergie solaire. Et lui aussi, son Graal, c'était vouloir faire le tour du monde sans escale. Mais avec cette technologie que des cellules solaires pour alimenter ses batteries, il a été obligé de le faire par étapes. Il tenait 3-4 jours. Il n'a pas pu faire le non-stop. Alors que vous, c'est du non-stop. Voilà. Les cellules qu'il prend solaires, c'est les mêmes que j'ai, moi, avec une autre méthode d'encapsulation. Mais moi, pour faire ce qu'a fait Bertrand Piccard, et plus encore faire non-stop, il faut que j'hybride avec une autre... Sinon, Bertrand l'aurait fait, et sinon, c'est faire un copier-coller. Et faire un copier-coller, ce qu'a fait Bertrand, je ne vais pas y arriver, parce qu'il a quand même poussé... il a fait un avion extrêmement fin, extrêmement léger. Je crois qu'il est allé au bout de ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire. On va pouvoir toujours gagner un petit peu, mais pas assez pour faire le non-stop. Donc, je vais simplement rajouter de l'hydrogène, une pile à combustible, pour être dans le zéro émission.
avec de l'hydrogène qui sera issu le plus possible d'électrolyse issue des énergies propres pour avoir la chaîne complète et de faire ce vol électrique multi-hybridé non-stop. Benjamin. Que pensez-vous des biocarburants et du kérosène synthétique pour les avions? Alors, quand on dit biocarburant pour les avions ou pour les voitures, quand on est sur un système de moteur thermique ou on est sur un système de réacteur sur un avion, on fait exactement comme l'homme préhistorique. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué. C'est-à-dire, pour faire se chauffer, on fait du feu, et qui dit faire du feu, on consomme de l'oxygène et on recrache du CO2. Voilà. Donc, les biocarburants, que dans un moteur thermique ou dans une fusée ou dans un avion, on est toujours à l'âge de pierre et on est toujours en train de cramer de la biodiversité pour cramer l'oxygène pour dégager des CO2. Alors, si c'est avant d'en arriver à des systèmes type hydrogène ou 100% propre, il va y avoir une étape. Et ces étapes, c'est si on arrive à faire des biocarburants, quand on va les faire brûler, si les biocarburants sont fabriqués et qui ont capté du carbone et qu'on libère du carbone et qu'on appelle ça la neutralité, c'est mieux, c'est déjà pas mal que prendre des gaz fossiles, pétrole, gaz, et les cramer dans l'atmosphère. Et je crois que c'est une étape qui va arriver parce que l'hydrogène, 100% hydrogène pour les voitures, les camions, les avions, tout ça, c'est pas encore pour aujourd'hui. Mais cette étape de e-méthanol, de biocarburant, si la chaîne de la neutralité carbone, elle est un peu maîtrisée, c'est beaucoup mieux. C'est un mieux. C'est un mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'on est encore à l'âge de pierre, quoi. On est dans une transition. Et oui, tant qu'on continue à faire brûler pour se faire chauffer dans un moteur, dans une fusée, on prend de l'oxygène. Mais il y avait une célèbre marque de voiture qui faisait une pub comme ça, qui disait, à ce moment-là, si on veut être complètement propre, on arrête de respirer aussi, parce qu'on prend de l'oxygène, on est un moteur thermique, en fait. On prend de l'oxygène et on recrache du carbone. Et vous qui êtes marin, quand vous voyez les gros cargos, les pétroliers notamment, ça doit consommer un maximum et dégager un maximum de pollution ou pas? Oui. Alors, je crois que le transport maritime est un des Est-ce qu'on focalise sur la voiture? Oui, mais la voiture, c'est exceptionnel. Quand on regarde les normes aujourd'hui, Euro 4, Euro 5, Euro 6, comment les constructeurs automobiles ont fait des progrès pour les particules fines et non-émissions de CO2. C'est la technologie de ces moteurs, c'est quand même exceptionnel. Dans les cargos, là, ça y est, la législation internationale maritime va les frapper de plein fouet. Il faut savoir qu'ils utilisent des fuels lourds, c'est-à-dire du pétrole brut, pour faire marcher dans des turbines, etc. Et ça dégage du CO2, mais c'est abominable parce que c'est une technologie qui date de... Donc le problème, c'est la puissance. Vous voyez, une pile à combustible aujourd'hui, la pile à combustible la plus haute en performance, elle fait 300-400 kW. Ça veut dire que si on l'applique à un cargo, elle pourrait transporter on va dire 10 conteneurs. Aujourd'hui, les cargos, ils ont 60 000 conteneurs, 80 000 km. Donc, vous voyez, cette transition pour amener de l'énergie super propre à un cargo, il a une telle masse, il a un tel besoin de puissance, c'est que cette transition, elle va être très longue. Mais là, ça y est, ils vont être... ils vont faire ce qu'a fait l'automobile depuis... Ils ont 10-15 ans de retard. Vous êtes d'ailleurs très sensibilisé à la pollution des mers parce que c'est vrai qu'encore une fois, on parle beaucoup de voitures, etc. Mais en mer, il y a une pollution. Alors vous, en tant que marin, j'imagine, vous avez parlé des icebergs tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez aussi beaucoup de pollution, des déchets, du plastique, etc. sur les mers? Oui, alors nous, le problème des mers, c'est que quand vous êtes à 5 nautiques, 10 nautiques des côtes, c'est à peine 5 km, vous êtes dans les eaux internationales, et quand vous avez fait 4 Vendée Globe, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voyous cargos qui, au lieu d'aller payer des nettoyages de cuves dans les ports, font des dégazages sauvages. Et quand vous prenez ces paquets de pétrole brut qui est très visqueux et que ça arrive sur le pont, on s'en sort plus. Et 10 minutes après, vous voyez les dauphins qui nagent là-dedans. Et tout. Là, voilà. Et maintenant, il y a des systèmes satellites où ils arrivent à les repérer. Bon, voilà, c'est grâce à la technique. Mais la pollution en mer, c'était un peu du freelance. C'était un peu tout et n'importe quoi. La pollution par plastique, on la voit quand malheureusement, nous, on est sans vent. Quand il y a du vent, il y a toujours de la mer, on ne voit rien. Mais alors, vous traversez la Manche,
quand il n'y a pas de vent, ce qui est assez rare, c'est terrible. Ouais. C'est une poubelle. Et après, les microplastiques, on ne les voit pas. Et ça, c'est pire. Benjamin Le Tanton, on va prendre une dernière question. J'ai une dernière question. À quand le retour sur l'eau dans le Vendée Globe ou ailleurs? Ah, ça, c'est super, ça. Eh bien, en fait, j'ai pris ma décision là, pendant ces fêtes dernières, où je me suis dit, mais alors, parce que là, mes copains, j'ai fait le départ en tant qu'animateur et j'ai fait le départ en direct. Le virus m'a repris. Donc, j'y suis matin, midi et soir. Je regarde tous les articles. Je me suis repiqué au Vendée Globe. Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait des foils. Donc, les bateaux, ils sont en train de se sustenter. Ils ont des technologies aéronautiques. Donc, moi, je pourrais y apporter maintenant ma compétence que j'ai. Alors, les foils, c'est fait pour aller plus vite et c'est fait pour lever les bateaux. De tapis volant sur le... C'est exactement ça. Mais ils ont des problèmes un peu parce que ça marche bien quand les mers sont un peu plates et quand ils sont dans les mers du Sud, ils ont des problèmes de stabilité. Et c'est tous les problèmes que nous, on a dans l'aviation, les stabilités de tankage. Donc, il y a des technologies aérodynamiques qu'on peut mettre dans le bateau grâce aux foils et grâce à l'aéronautique. Et puis, en plus, moi, la chaîne de traction que j'ai développée dans les Raoul 1, que je vais développer dans les Raoul 2 avec l'hydrogène et le solaire, je vais l'amener dans le bateau pour refaire mon 5e Vendée Globe et mon 2e complètement propre. Parce qu'en 2008, je l'ai fait avec du solaire et l'éolien. Je n'ai pas embarqué mes 600 litres de carburant, mais comme c'était un peu trop tôt, en plus j'avais un bateau, j'ai fait 10e, mais qui était un peu moins performant, ça n'avait pas trop attiré l'attention. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que je trouve un bateau performant, mettre des super foils, parce que là, il faut montrer que, comme un avion, il faut être performant, un peu comme les voitures d'aujourd'hui, qui ont tous ces systèmes, comme on dit ABS, les systèmes de capteurs pour éviter le sommeil. Il faut mettre la technique. Bon, pour ça, voilà. Donc là, maintenant, je raconte l'histoire. Je suis en train je vais bientôt communiquer là-dessus. Les 2 prochains tours du monde, complètement décarbonés sans escale, avec le 2 prochains Vendée Globe en 2024. Le tour du monde en avion vers 2027-2028. C'est complètement cohérent. Et là, maintenant, je vais être à la recherche de partenaires, de sponsors pour m'accompagner de cette aventure. Voilà, le message est lancé. Un grand merci, Raphaël Dinelli, d'avoir été avec nous. On aurait pu vous écouter pendant des heures. Et alors, vous disiez que les marins qui arrivent au port sont solaires. Vous l'avez été solaire parce que on vous écoute et on est captivé. Vous avez un regard assez perçant. On sent que vous avez vécu beaucoup de choses et qu'on a envie, on vit par procuration à travers vous. Merci de nous avoir fait partager ce moment. Merci de nous avoir suivis pour cette Agora Live Mobilité tout au long de cette matinée. Je tiens à remercier tous ceux qui sont là, Yves notamment pour avoir préparé toutes ces émissions, Brice, Laurent, Benjamin et tant d'autres, tous ceux qui sont là. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée.